Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Je me présente, je suis Gergab Abdeni, directrice académique de Paris School of Business. Je suis ravie de vous retrouver autour de cette table ronde sur les inégalités salariales hommes-femmes. On est ravis de vous voir nombreux, chers étudiants connectés. On espère que vous allez bien en cette période plutôt inédite, particulière. Et donc, il était important pour Paris School of Business de créer ces moments d'échange autour de thématiques importantes dans votre future vie de manager et en tant qu'école responsable qui prône effectivement des valeurs de responsabilité, d'inclusion. Il était important pour nous d'échanger avec vous autour de cette thématique des inégalités salariales hommes-femmes. Pour ce faire, je tiens à remercier effectivement les invités qui sont présents ce soir, nos conférenciers. Donc notamment, je remercie Joseph Lanfranchi, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Panthéon-Assas, qui a étudié les inégalités hommes-femmes dans le cadre de la fonction publique et du secteur associatif. Donc nous aurons cette vision ce soir. Madame Fania Anouar, fondatrice de l'association Place des Clichés, et actuellement coordinatrice de l'antenne Rêve et Réalise chez Unicité, qui vous en dira plus sur les missions de cette association. Et donc, du coup, c'était aussi important pour nous d'avoir un regard sur les inégalités dans le monde associatif. Je remercie également Madame Dominique Meurs, présente ce soir, économiste, professeure à l'Université Paris-Nanterre, membre du laboratoire Economics, directrice exécutive de la chaire Travail PSE, qui a aussi beaucoup travaillé sur ces thématiques et qui a également écrit sur ces thématiques. Elle est notamment autrice d'un livre « Hommes-femmes, une impossible égalité professionnelle, c'est une question ». Donc, c'est un questionnement qu'on aura le plaisir d'aborder ce soir. Bienvenue à vous trois. Merci infiniment d'être présents ce soir pour les étudiants de Paris School of Business. J'en profite pour remercier Salomé Picard, qui est notre responsable RSE, responsabilité sociale et environnementale au sein de Paris School of Business, que certains d'entre vous avaient déjà croisé parce que sa mission, c'est aussi de vous sensibiliser à tous ces enjeux de RSE. Donc, merci beaucoup Salomé pour l'organisation de cette table ronde. Avant de donner la parole à nos conférenciers, simplement vous expliquer la genèse de cette table ronde, comment est-ce que cette idée est née au sein de Paris School of Business. Eh bien, nous sommes membres de la conférence des grandes écoles en tant que grande école, et la conférence des grandes écoles a édité un livre blanc sur ces inégalités salariales hommes-femmes pour sensibiliser les grandes écoles, mais aussi les étudiants de ces grandes écoles à cette question, à laquelle ils seront confrontés dans leur futur relativement proche de manager. Et du coup, eh bien, plutôt que de vous envoyer ce concours qui est lancé par la conférence des grandes écoles, on s'est dit que ce serait plus pertinent d'organiser une vraie discussion avec vous autour de cette thématique et puis eh bien, de vous proposer, si vous le souhaitez, de participer à ce challenge, ce concours qui est lancé par la conférence des grandes écoles et qui vous demande de créer une vidéo ou une affiche en lien avec cette thématique des inégalités salariales. On aura l'occasion d'y revenir, on vous redonnera toutes les conditions, et du coup, plutôt que de vous simplement envoyer ce challenge, on avait vraiment envie de vous aider à réfléchir sur cette question. Donc peut-être Fania, Joseph, Dominique, merci à vous, bienvenue. Peut-être vous laisser vous présenter et nous dire votre sensibilité vis-à-vis de cette question. Dominique? Oui, d'accord, je peux ouvrir le feu. Moi, ça fait assez longtemps que je travaille sur les inégalités de rémunération entre les femmes et les hommes. Et de plus en plus, je travaille en relation avec de grandes entreprises, de grands groupes qui se posent ces questions, qui essayent d'avancer et surtout d'identifier les facteurs qui font qu'il y a des persistances d'inégalités, même dans des entreprises qui essayent d'être pilotes sur le sujet. Donc voilà, donc je pourrais parler de ces expériences de collaboration, de recherche entre les grands groupes et des chercheurs. Merci beaucoup Dominique. Je vais peut-être laisser Fania se présenter et peut-être nous donner sa vision de la question, enfin quel apport vous allez avoir ce soir sur la question des inégalités salariales hommes-femmes. Oui, bonjour. Vous m'entendez? Oui, très bien Fania. Ok, super.
Du coup, bonjour à toutes et à tous. Donc moi, l'expérience que je peux apporter par rapport à ça, alors je suis pas experte, j'ai pas de doctorat ou quoi que ce soit. Moi, j'ai créé une association il y a 3 ans maintenant avec d'autres étudiants. J'étais étudiante à l'époque. Le constat, c'était de se dire, bah, nous, on a envie d'aller sensibiliser des jeunes, des collégiens, des lycéens sur les représentations qu'ils ont des femmes et des hommes. Et du coup, c'est le but de l'association Place des Clichés. Du coup, l'apport que je peux, en tout cas, essayer d'avoir là ce soir, c'est l'apport de terrain et qu'est-ce que les jeunes disent, qu'est-ce que les jeunes ont en tête quand nous, on intervient auprès d'eux et comment est-ce qu'on peut, du coup, agir en amont de l'entrée sur le marché du travail pour voilà, changer leur représentation, casser l'autocensure qu'ils peuvent avoir, etc., etc. Voilà. Merci Fania. Je vais donner la parole à Joseph peut-être pour vous présenter et puis nous expliquer quel va être votre rapport ce soir. Et puis ensuite, je vous proposerai de démarrer la table ronde avec quelques questions et quelques orientations. Et évidemment, les étudiants auront ensuite la parole entre guillemets. En tout cas, vous pourrez vous exprimer et nous poser toutes vos questions. On ouvrira le chat un petit peu plus tard à l'issue de ces échanges. Joseph, je vous en prie. Alors, il faut actionner le petit micro juste en face du panneau de commande que vous avez normalement face à vous. Voilà, c'est parfait. Bonjour. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Mon expérience, elle est plutôt dans le domaine des inégalités de genre à l'intérieur de la fonction publique. J'ai travaillé effectivement sur ce genre de questions à l'initiative de membres de la Direction générale des affaires de la fonction publique. D'ailleurs, Dominique Meurs aussi sur les mêmes types de sujets ensemble. Et donc, c'est intéressant de voir ces questions-là du point de vue de la fonction publique parce que c'est une grande organisation, c'est une très grande organisation. Ça ressemblerait par certains côtés au secteur privé, et puis par d'autres, ça a ses modes de ressources humaines particuliers, et on peut comprendre certaines inégalités qui sont observées dans le secteur public en liaison avec certaines caractéristiques du mode de gestion de ressources humaines, et donc discuter les différences entre le public et le privé, puis comprendre aussi, quand on s'intéresse au public, quelles sont les initiatives qu'a pris l'État et dans quelle mesure ces initiatives se sont montrées efficaces et peuvent être éventuellement des exemples pour les grandes entreprises privées dont parlait Dominique tout à l'heure. On a souvent dit que le secteur public devait importer des méthodes de management du privé pour être plus efficace. Je pense aussi que peut-être que certaines expériences faites dans le public peuvent être intéressantes pour l'inégalité homme-femme dans le privé. Merci beaucoup, Joseph. Alors, du coup, ma première question, je vais vous poser des questions qui sont plutôt orientées vers l'un ou l'autre, mais sentez-vous libre, évidemment, de rebondir. Est-ce qu'on pourrait dresser aujourd'hui un état des lieux de ces questions d'égalité ou d'inégalité prenez-les comme vous le souhaitez, mais à la fois dans le secteur public, dans le secteur privé, dans le secteur associatif, est-ce qu'il y a des différences fortes? Et comment la France se situe par rapport aux autres pays européens plus largement, pour ouvrir un petit peu le champ et la représentation de ces inégalités? Joseph, tu commences ou je commence? Comme tu veux. Bon, pour le public, on pourrait penser que ce qui se passe dans le public est plus vertueux que ce qui pourrait se passer dans le privé. C'est-à-dire qu'on pourrait penser que la fonction publique, compte tenu de ses caractéristiques, ce serait une organisation qui serait intrinsèquement plus égalitaire, propice aux carrières des femmes, parce qu'il y a une égalité de traitement aux femmes qui est intégrée dans le statut du fonctionnaire. Il y a des règles internes fixées par décret qui encadrent de manière administrative le recrutement, les rémunérations, les promotions. Pour autant, les inégalités y sont relativement importantes. Si on regarde un petit peu ce qui se passe donc dans les derniers chiffres dont on dispose, qui sont des chiffres officiels pour 2017, on constate qu'il y a encore un écart entre les hommes et les femmes qui est entre 14 et 15% dans la fonction publique. Alors, ça change selon les types de fonctions publiques. Il y aura le plus gros écart, ce sera dans la fonction publique hospitalière si on inclut
les médecins. Ensuite, c'est la fonction publique d'État. Et la moins grand écart, c'est dans la fonction publique territoriale. Mais si on compare au privé, finalement, la fonction publique s'en tire plutôt mieux. Alors, ça dépend un petit peu des statistiques, mais on a un écart qui peut se situer entre 7 et 9 points entre le public et le privé, ce qui fait que finalement, le public s'en tire pas si mal que ça. Alors, pour la position internationale, la France est plutôt, enfin, quand on a regardé des inégalités au sens par rapport aux pays de l'Union européenne, hein, ou bien de l'Association européenne de libre-échange, la France se situe plutôt dans une position médiane, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, sur les écarts de salaire homme-femme dans la fonction publique, la France est dans une position à peu près au milieu du classement des pays en fonction de cette inégalité. Donc, c'est pas une mauvaise performance. De même, l'écart, l'avantage que les femmes auraient à avoir à travailler dans le public plutôt que dans le privé en termes de différence de rémunération avec leurs collègues masculins. Là, encore une fois, la France n'est pas trop mal placée. Elle est, même dans les pays européens les plus occidentaux, si on laisse de côté les pays de l'Europe centrale et orientale qui sont un peu particuliers du fait de leur ancienne tradition étatique, elle est finalement plutôt dans les bons élèves, en particulier si on la compare avec justement des pays avec qui on a l'habitude de la comparer négativement, comme la Grande-Bretagne ou l'Allemagne. Dominique, je te laisse. Merci Joseph. Dominique? Je peux peut-être prendre... Oui, je vais prendre le Bien relais. sûr, je vous en prie. Alors plutôt, je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit sur la fonction publique par rapport au secteur privé, qui est effectivement un petit peu plus resserré que dans le secteur privé. Mais alors attention, ça tient aussi à ce que la structure des salaires est beaucoup plus comprimée dans le secteur public que dans le secteur privé. Et donc, du coup, il y a moins de place pour des écarts de croisement de carrière. C'est-à-dire que lorsqu'on franchit un saut de carrière, eh bien, le saut est plus grand dans le privé que dans le public. Et donc, du coup, si c'est plus les hommes que les femmes qui franchissent ce saut, ça donne un écart plus fort dans le privé que dans le public. Mais je voulais aussi revenir un petit peu sur le temps long. Parce que j'ai récemment fait un article dans Économie statistique sur ce qui s'était passé depuis les années 60 en ce qui concerne les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et en fait, il y a trois grandes modifications sur le temps long depuis les années 60 qui sont vraiment très fortes. Déjà, il y a eu une entrée massive des femmes sur le marché du travail. On a tendance à l'oublier. Mais dans les années 60, il y avait à peu près 35% de femmes parmi les salariés entre 20 et 59 ans. Donc, il y avait une sous-représentation des femmes. Maintenant, on est pratiquement à 50% pour l'ensemble des salariés. Alors, évidemment, avec toujours une sous-représentation dans les salariés à temps complet. Donc, des femmes massivement sur le marché du travail, ça c'est gagné en quelque sorte, mais avec des participations souvent à temps incomplet. La deuxième chose qui est importante à souligner, c'est sur les taux de chômage, parce que dans les années 60-70, il y avait un écart de taux de chômage en défaveur des femmes, qui tenait plus difficile d'insertion professionnelle, des diplômes inférieurs, des retraits du marché du travail qui faisaient qu'elles étaient moins... quand elles revenaient, elles étaient moins employables. Ces différences de taux de chômage ont complètement disparu. Alors, qu'est-ce qui reste? Il reste des écarts de salaire. Alors, tout compris, pour donner un ordre de grandeur, mais alors vraiment à la hache, ça serait les revenus total des femmes seraient à peu près entre 75 et 80% de celui des hommes. Mais c'est si on prend le revenu total, y compris temps partiel et période d'inactivité. Quand on regarde sur les salaires journaliers, on est sur des taux beaucoup plus proches. Et surtout, ce qu'il faut regarder quand on est sur les salaires journaliers, c'est-à-dire donc quand on compare le taux horaire des hommes et le taux horaire des femmes en général,
ben, on s'aperçoit d'une chose, c'est que ça dépend où on se trouve dans les salaires. C'est-à-dire que pour les bas salaires, on est à peu près autour de 90-95%, c'est-à-dire le salaire horaire des femmes est à peu près presque égal, toujours différent, mais presque égal à celui des hommes à 95%. Et là où se concentrent ces inégalités, ben, c'est toujours sur les plus hauts salaires, où là le salaire horaire donc des 5% les plus rémunérés, c'est de l'ordre de 75%. C'est-à-dire qu'au sommet de l'échelle des salaires, les femmes ont un décalage de 25%. Même s'il y a eu un beau rattrapage depuis les années 60, c'est là où on voit toujours la question des inégalités de rémunération qui se logent maintenant au niveau des cadres et des professions supérieures. D'où l'importance de cette thématique ici. Mais je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir, c'est la thématique du plafond de verre. Alors, du coup, la question que j'avais envie de vous poser, c'est, donc ça, c'est un constat. Alors peut-être, première chose, comment est-ce qu'on arrive à mesurer ces inégalités salariales? Et puis ensuite, évidemment, la question du pourquoi. Pourquoi ces inégalités? Et pourquoi, a fortiori, ces inégalités sur plutôt des postes à responsabilité? Alors peut-être, comment est-ce qu'on mesure ces inégalités? Bon, l'un ou l'autre, quoi. Joseph ou moi? Vas-y, avec alors, la mesure des inégalités, donc ça, c'est une question à la fois simple et compliquée, parce que bon, il nous faut des données. Il faut des données, et ça, c'est très très compliqué à obtenir. Quand Joseph parle de son travail sur la fonction publique, ça veut dire qu'on a eu accès aux bases de données individuelles de la fonction publique avec des informations sur le sexe, l'âge, les positions occupées, les rémunérations. Et ça, c'est une immense base de données. Quand je travaille sur le secteur privé, là c'est pareil, il faut que j'ai accès à d'immenses bases de données, ça s'appelle les DADS. Bon, maintenant, on met la fonction publique et dans les DADS, donc on peut regarder tout, et les salariés du privé et les salariés du public ensemble. Et ça veut dire aussi. Alors, ces DADS, elles sont issues de quoi? Des déclarations des entreprises qui communiquent ça pour les calculs des charges sociales. Et c'est exploité par l'INSEE. Et ensuite, on a donc de grosses bases de données qui sont très difficiles d'accès et très coûteuses d'accès. Il ne faut jamais oublier qu'accéder aux données, c'est cher. Bon, une fois qu'on a ça, du coup, on peut faire un travail déjà de statistique comme celui que je vous ai brièvement présenté, où on regarde selon certains critères, en tenant compte de l'âge, en tenant compte de l'ancienneté, des diplômes, on peut regarder les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Et ce qu'on obtient dépend vraiment de la question qu'on se pose. Voilà, très, très, très brièvement. Puis après, on met en place des programmes statistiques un peu plus élaborés, économétriques, pour essayer de calculer un écart de rémunération entre les femmes et les hommes en éliminant certains facteurs, c'est-à-dire en regardant, bon, à âge égal, à diplôme égal, à ancienneté égale, qu'est-ce que j'ai encore comme un écart de rémunération. Et puis après, on peut faire encore plein d'autres recherches. Alors, Dominique, je me permets de rebondir. Des centaines et centaines d'articles sur le sujet. Je me permets de rebondir et du coup de peut-être mettre à l'esprit de nos étudiants voilà, qui viennent de promotions différentes, mais qui auront un mémoire de recherche à produire pour valider leur master. On est typiquement dans la démarche scientifique avec voilà, de la collecte de données avec du traitement statistique économétrique pour ensuite en tirer des tendances et des relations. Joseph, je vous en prie. Oui, donc ce qu'a dit Dominique est tout à fait clair. Alors pour rentrer un petit peu dans le détail de ce qu'elle vient de dire, effectivement, en général, on distingue deux effets qui se combinent pour expliquer les différences entre les hommes et les femmes. Le premier, c'est un effet de structure. Hein, les populations des femmes et des hommes n'ont pas nécessairement les mêmes caractéristiques individuelles qui font varier le salaire. Ils ne sont pas forcément les mêmes diplômes en moyenne, le même âge, le même temps de travail,
où elles n'occupent pas les mêmes emplois dans le privé ou dans la grille indiciaire du public. Et dans ce cas-là, effectivement, parce que les femmes sont plus diplômées, mais qu'elles travaillent moins d'heures par semaine que les hommes, eh bien, on peut avoir des différences qui sont expliquées par ces structures très claires. À ce premier effet, on ajoute en général un second effet qui renvoie au fait que même en possédant les mêmes caractéristiques individuelles ou les mêmes caractéristiques d'emploi, les carrières, les histoires de travail des hommes et des femmes ne conduisent pas toujours à des rémunérations ou à des niveaux de responsabilité atteints identiques selon le genre. Par exemple, ce qu'on sait par exemple sur le secteur privé, c'est que pour un même niveau d'éducation, en général, les hommes obtiennent tout au long de leur carrière un salaire qui est finalement plus élevé que celui des femmes. Et effectivement, comme les Dominique, l'idée c'est d'essayer de mettre en évidence, quand on regarde l'écart de rémunération, ce qui crée cet écart de rémunération. C'est-à-dire qu'on va essayer de décomposer l'écart de rémunération moyenne qui va tenir compte de ces deux effets. Alors, je parle à la moyenne là, mais il y a bien d'autres méthodes sur lesquelles on peut revenir. Et l'effet de structure, c'est ce qu'on appelle la partie expliquée de l'écart de salaire moyen. Et puis, l'effet de rendement, donc ces effets de ces caractéristiques individuelles qui ne donnent pas toujours les mêmes rendements en termes salariales selon le genre, c'est la partie inexpliquée. Et on a très souvent, donc comme le disait Dominique, il y a eu des centaines et des centaines d'articles qui ont été faits sur les bases de ce type de décomposition. Elles sont étendues ensuite au-delà de la moyenne à différents niveaux de la distribution des salaires. Comme disait Dominique, c'est très important, pas seulement de regarder les écarts moyens, mais de regarder par exemple, est-ce que les femmes, lorsqu'elles sont en bas de la distribution et les hommes sont en bas de la distribution, est-ce qu'ils sont très différents? Où est-ce que cet écart se crée tout en haut? Donc en fait, on essaye de mettre en évidence ce qui va être lié aux structures. Et là, on va comprendre des choses, par exemple, sur la ségrégation professionnelle. Les hommes et les femmes n'occupent pas les mêmes emplois, ils n'ont pas la même durée de travail hebdomadaire. Et puis, il y a des choses qu'on s'explique peut-être un petit peu moins, effectivement, et qui sont, une fois qu'on a contrôlé pour tout cela qui est assez logique, des inégalités qui restent inexpliquées, qui sont là peut-être effectivement le point aveugle sur lequel on s'applique tous à essayer de trouver des solutions et qui n'est pas aussi facile de mettre en évidence. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Alors, moi, je comprends qu'il y a des inégalités qui sont inexpliquées. Mais est-ce qu'on a quand même des éléments, néanmoins, qui viennent expliquer des inégalités salariales à poste égal, à niveau de formation égal? Bien sûr. Et du coup, après, je ferai le lien avec Fania et avec la vision finalement de la jeunesse sur ces questions-là. Mais du coup, ce qui nous intéresse, c'est dans le cadre de vos études, effectivement, qu'est-ce qui explique à niveau d'éducation, à niveau de poste égal, ces écarts de rémunération? Et je vais même être un peu provoquante dans la question, est-ce la faute des femmes ou est-ce la faute des organisations et de l'environnement et de la société peut-être? D'abord, Joseph, tu me permets d'intervenir? Oui, vas-y, bien sûr. Donc oui, parce que dès qu'on parle à poste égal, formation égale, et si on est dans la même entreprise, les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes vont être très réduits. Si on est dans vraiment le même poste, la même équipe, la même ancienneté, etc. C'est tout. Alors, est-ce que c'est pas de la théorie, ça, Dominique? Non, ça, c'est pas de la théorie. C'est absolument vérifié. Dès qu'on rentre beaucoup de caractéristiques, on explique quasiment tout. Enfin, il reste encore des petits trucs. Il peut y avoir quand même des écarts, mais on explique quasiment tout. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on fait ça? C'est qu'on suppose qu'il y a eu la même probabilité, la même chance d'accéder à ce poste pour un homme et pour une femme. C'est-à-dire que lorsqu'on a un truc très brut, on a une énorme question de ségrégation professionnelle. Femmes et hommes ne sont pas dans les mêmes emplois, ne font pas les mêmes carrières. Alors évidemment, à un poste donné, s'il y a une femme et 30 hommes et qui sont au même poste et qui ont les mêmes caractéristiques, il y aura très peu d'écart de rémunération. Mais cette femme,
elle a franchi beaucoup plus d'obstacles que les hommes pour accéder à cet emploi, très souvent. Hein. En général, c'est un problème de carrière et de ségrégation professionnelle. Et donc, je te passe la parole tout de suite, Joseph, mais je voulais juste ajouter que dans le travail qu'on est en train de faire sur les grandes entreprises, ce qu'on observe sur un panel, c'est justement cette combinaison de diplômes et d'enchaînement de postes, parce que ce n'est pas les mêmes trajectoires selon qu'on est un homme ou une femme à diplôme égal. Il y a des parcours professionnels qui sont différents et qui peuvent amener à des positions subalternes pour les femmes par rapport aux hommes, alors que le démarrage était identique. Donc c'est là-dessus qu'on est en train de travailler sur ces enchaînements de postes. Et là où je vais passer la parole à Joseph, parce que c'est le spécialiste, dans ces enchaînements de postes, il y a un événement qui va différencier les femmes des hommes, ce sont les maternités, et qui peuvent avoir un impact sur les carrières. Et là, Joseph, je te laisse. Oui, ce que dit Dominique est important, hein, c'est vrai à la fois dans le privé, comme elle le dit, mais c'est vrai aussi dans la fonction publique. Hein. Dans la fonction publique, on a des règles qui sont assez strictes, mais pour passer de corps à corps, comme on dit, hein, avoir des promotions de corps dans la fonction publique, eh bien, on ne va pas avoir forcément les mêmes probabilités de réussite pour les hommes et les femmes, et tout simplement même peut-être pas, un premier point qui est important également, tout simplement pas le même taux de candidature des hommes et des femmes, parce que il y a plein de raisons qui vont effectivement exercer des freins dans les possibilités de carrière des femmes. C'est-à-dire, en fait, si vous voulez, au départ, quand on regarde un petit peu les entrées, par exemple, dans la fonction publique, les femmes sont légèrement plus éduquées que les hommes. C'est-à-dire que, compte tenu de leur savoir, elles pourraient obtenir des salaires et des carrières plutôt meilleures. Hein. En 2017, par exemple, à l'entrée, il y a 54% de femmes qui sont diplômées du supérieur, il n'y a que 50% des hommes. Mais l'accumulation de ce savoir, comme ça, de ce qui devrait, au cours de la carrière, permettre de rendre les agents plus ou moins productifs et donc plus ou moins bien payés, eh bien, elle est inégalitaire et elle s'explique pour partie, effectivement, par les contraintes familiales qui pèsent inégalement sur les hommes et les femmes. Alors, d'abord, avant d'en arriver à la maternité dont parlait Dominique, on peut déjà parler de la répartition entre travail professionnel et travail familial, ou travail domestique. Hein, c'est très inégal entre les sexes. Les femmes consacrent en moyenne, alors selon les dernières enquêtes qui avaient été faites par l'INSEE, un peu moins de 2 heures de plus que les hommes aux tâches domestiques. Donc, ça fait quand même effectivement une journée de travail allongée. Hein, donc, c'est quand même un véritable désavantage. D'autre part, des rapports qui avaient été faits sur la formation continue montraient que, par exemple, l'organisation de la fonction continue dans le public comme dans le privé était plutôt préjudiciable aux femmes par sa durée et surtout par sa localisation souvent éloignée du lieu de travail, ce qui imposait finalement un éloignement pour les femmes du foyer plus difficile compte tenu de la division des tâches à l'intérieur du foyer. Et puis, comme le disait Dominique, les interruptions de carrière liées à la naissance d'enfants. D'après les derniers chiffres que moi j'avais vus, on disait dans un article de Govignon en 2013 que les réductions ou interruptions d'activité étaient 3 à 5 fois plus fréquentes pour les femmes que pour les hommes, selon le rang de naissance. Hein. Ça augmentait éventuellement avec le premier, le deuxième, le troisième enfant. Donc, clairement, les interruptions de carrière sont beaucoup plus importantes et forcément, ça ralentit éventuellement les carrières, ça empêche de prendre les meilleurs chemins dont parlait Dominique. Par exemple, ça c'est confirmé au niveau français, mais c'est également confirmé en Europe. Hein. Il y a une étude assez célèbre sur le Danemark qui a montré que effectivement les qualifications des femmes baissent nettement relativement à celles des hommes, et également elles travaillent plus à temps partiel après des naissances. Donc en fait, si vous voulez, une des causes profondes des inégalités entre les hommes et les femmes dans le monde du travail, c'est effectivement le fait que les femmes ne trouvent pas des carrières égalitaires ou des positions égalitaires lorsqu'elles ont des activités importantes en termes de s'occuper des enfants, avoir des interruptions pour la maternité ou ce genre de choses. C'est clairement un facteur très important dans les inégalités.
Merci Joseph. Alors du coup, moi, est-ce que cela signifie que, si vous me permettez l'expression, la messe est dite? Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que les entreprises, est-ce que vous avez le sentiment que les entreprises s'interrogent sur cette question-là pour justement faire en sorte que ces interruptions, qui sont des interruptions voilà, naturelles dans la vie d'une femme, ne soient pas préjudiciables à une évolution de carrière qui induirait une évolution salariale? Alors là, sur les entreprises, oui, je voudrais répondre parce que Je vous en prie, Dominique. les entreprises sont très différentes de ce point de vue-là. Et en fait, il y en a, celles qui sont les plus en avance vont vraiment s'occuper de la question de la conciliation vie familiale, vie professionnelle, et vont le faire de deux grandes façons dans les pratiques managériales innovantes. La première, c'est de regarder très attentivement les retours de maternité, mais sur un temps un peu plus long que ce qui est légal, c'est-à-dire vraiment se soucier à 1 an, parce que le désavantage lié à une maternité en termes de carrière, c'est pas seulement dans les 6 mois, où ça c'est du 3, 4, 5 ans après la naissance de l'enfant, que ça se prolonge ce désavantage, même ça peut encore augmenter. Donc c'est du temps long. Et donc, les entreprises vont s'interroger sur les carrières des mères et donc avoir une vigilance sur les possibilités de formation, les possibilités de poursuite professionnelle. Je parle des entreprises modèles, hein, bien sûr. Et l'autre côté que tentent ces entreprises, c'est la question des pairs. C'est-à-dire que, comme Joseph l'a rappelé, la base de l'inégalité, elle vient des normes sociales et d'une division des tâches domestiques au détriment des mères et des femmes. Et là, en l'occurrence des mères, puisqu'on parle des enfants. Et donc, les entreprises innovantes vont laisser plus de place aux pères. Alors, il y en a une qui vient d'élargir le congé paternité à 2 mois, payé par l'entreprise, c'est-à-dire pour vraiment de 2 mois que le père peut prendre après la naissance de l'enfant. Donc on est loin des 10 jours, hein, même s'ils ont été étendus récemment. Ou laisser s'exprimer des groupes de parole de pairs pour en fait reconnaître la paternité dans l'entreprise comme étant quelque chose qui existe et qui doit être pris en compte et qui amène des charges familiales et du temps. Et ça, c'est une façon de remettre un peu d'égalité dans les contrats. Mais je vous parle évidemment d'entreprises en avant. La fonction publique, je ne le fais pas, par exemple. Si je peux me permettre. La fonction publique ne fait pas quoi? Je n'ai pas très bien saisi. Elle ne fait pas de congé paternité spécifique ou de prise en compte des… L'État vient, par une décision d'en haut, d'allonger de manière spectaculaire la durée du congé parental pour les pères. Donc, il y a des tentatives. Oui. Mais c'est clair que dans la fonction publique, on a effectivement peut-être chose que dans les entreprises pilotes. Il y a tout de même un certain nombre de recommandations qui ont été faites dans de très nombreux rapports, effectivement, pour permettre de effectivement travailler sur la préparation des retours après le congé maternité, donc mettre en place de manière anticipée des procédures d'accompagnement au retour de congé maternité. Tout ça, ça a été proposé dans des rapports à la fonction publique. Maintenant, effectivement, c'est pas toujours mis en place. On parle aussi de développement de crèches en accueil de loisirs, on parle d'instaurer les possibilités pour le conjoint de bénéficier d'autorisations spéciales d'absence pour se rendre à des examens médicaux, pour s'occuper des enfants. Donc ce serait une tentative effectivement de proposition pour équilibrer. C'est vrai que ça manque peut-être d'initiatives, de rebond sur ces propositions dans la fonction publique, mais néanmoins, ce qui reste vrai, c'est que dans l'étude qu'on avait menée, donc dont on parlait Dominique précédemment sur
sur la fonction publique avec cette base qu'on appelle SIASC, où on a l'intégralité de la fonction publique, eh bien, on avait pu les comparer effectivement dans les DADS avec les personnes du privé. Et en réalité, après la naissance, il y a des pertes de salaire systématiques pour les femmes, mais elles sont finalement moins élevées à 2 ou 3 ans d'horizon que celles que l'on peut observer dans le privé. C'est-à-dire que, par exemple, on avait montré effectivement que la perte moyenne de salaire par rapport à une femme qui n'avait pas eu d'enfant, pour une femme qui avait eu un enfant dans la fonction publique, c'était 3-6% pour le premier et deuxième enfant. Dans le privé, c'était plutôt en moyenne de 7 et 17%. Donc, en fait, c'était un peu différent, en particulier parce que après la naissance, les femmes vont très fréquemment choisir dans le public de travailler à temps partiel, et que les temps partiels longs, alors ça c'est quand même un des avantages du public en termes de conciliation, sont très bien rémunérés dans le public, c'est-à-dire que si vous travaillez à 80%, par exemple, vous allez recevoir environ 85% de votre salaire. Donc il va y avoir une surrémunération des temps partiels, et donc les femmes très souvent vont choisir dans le public cette option. Et donc, c'est plus par la réduction du temps de travail qu'elles perdent des salaires, mais en réalité, elles perdent moins que dans le secteur privé, pour une comparaison qui avait été menée en faisant des analyses de différences de salaire avant et après maternité. Oui. Alors, dans le secteur privé, en ce qui concerne les maternités, et quand on regarde la distribution des salaires, ce sont les salariés les plus modestes, celles du bas de la distribution, qui vont perdre le plus. Ça, c'est une étude de Pierre Porra qui a été faite avec Wiener. Et alors, pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Parce que pour ces femmes qui sont à peu près au niveau du SMIC, la maternité va s'accompagner très, très souvent d'un congé parental, un retrait du marché du travail pour 3 ans, ou, comme tu le soulignais, du passage à temps partiel des 50%. Et donc il va y avoir donc une perte de revenus salarial, soit par passage à l'inactivité, soit par réduction du temps de travail. Et ça va être très, très long à remonter. Et ça, alors que pour les salariés femmes du haut de la distribution, il va y avoir un peu de perte, mais elle va être compensée par rapport aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants. Au bout de 5-6 ans, on remonte. Donc le coût de la maternité, il frappe surtout le bas de la distribution. Et ça a des conséquences énormes plus tard, comme pour les retraites. Parce que ces femmes qui se sont interrompues et qui n'ont pas progressé en carrière, eh bien, elles vont avoir des plus petites retraites, et ça va expliquer énormément les inégalités de retraite entre les femmes et les hommes. Alors, merci Dominique, merci Joseph. Du coup, la question qu'on se pose, et je vais peut-être donner la parole à Fania Anouar, qui est au plus proche des jeunes générations. Est-ce qu'on est acteur finalement de notre vie, de notre carrière? Quelle est la vision des jeunes sur ces clichés, ces inégalités? Et voilà, de manière un peu prospective, Fania, comment est-ce que vous voyez quelle perception ont les jeunes de ces questions-là, et quelle est leur position sur ces questions-là? Alors les jeunes, quand on leur dit il y a des inégalités, etc., bien entendu, ils sont révoltés, ils trouvent ça injuste et c'est pas normal. Mais du coup, moi, ce que je travaille avec eux, et ce que je vous invite à faire, les étudiants qui nous écoutent, c'est vraiment de se questionner sur les représentations qu'on a. Et face au constat, oui, bien sûr, personne n'est d'accord pour qu'il y ait des inégalités, mais en fait, quand on réfléchit, quand on se projette soi-même dans un métier, avec des enfants, etc., c'est là où on commence à se rendre compte qu'il y a des différences en termes de représentation. Typiquement, un exemple que j'aime bien faire avec des jeunes plutôt 5e, 4e, c'est de leur dire, dessinez-moi une personne qui exerce le métier de chef d'entreprise. Du coup, l'énoncé, je fais exprès que ça soit pas genré.
et ils vont tous me dessiner un monsieur en costard. Voilà. Et typiquement, ça, c'est une représentation, alors que si je dis, bah voilà, dessinez-moi une personne qui exerce le métier, je sais pas, de secrétaire, voilà, ça va être une femme à 99,9% des cas. Donc il y a cette question-là vraiment des représentations, de comment est-ce qu'on se projette, les métiers sur lesquels on se projette, qui font que derrière, bien sûr, on va retrouver plus de femmes dans certains domaines et dans certains métiers qui sont peut-être un peu moins, qui sont moins rémunérés que les hommes. Et puis, il y a aussi, et on l'évoquait tout à l'heure, je pense, une grosse partie de la question du domestique, de qu'est-ce qui se passe à la maison. Les représentations des jeunes se basent sur ce que eux voient à la fois dans leur maison, mais aussi dans les séries, à la télé. Vraiment l'influence aussi des téléréalités auprès des jeunes qui est incroyable. Et ça influe aussi, je pense que quand je demande aux jeunes, voilà, est-ce que vous vous projetez poser un congé parental, etc. Les femmes, oui, et pour elles, c'est normal. C'est elles qui accouchent, donc c'est à elles de s'occuper de l'enfant. Et les hommes, ils ont vraiment cette représentation. Et les hommes, c'est à eux de soutenir la femme, mais en allant travailler, en continuant leur carrière. Donc il y a vraiment un gros aspect des représentations que les jeunes ont, qui influence ensuite leur choix professionnel, et puis qui influence aussi du coup leur comportement. On en parlait tout à l'heure, mais la question de la charge mentale, voilà, l'enfant qui tombe malade, en général c'est la maman qui va prendre un congé pour s'occuper de l'enfant malade. Il y a aussi en termes de comportement, même pour postuler, les filles, les femmes ont tendance à vérifier est-ce que je remplis tous les critères qui sont demandés avant de candidater, et elles s'assurent de bien répondre, sinon elles ne candidatent pas, alors que les hommes, ils vont plus être ok, je remplis 2 cases sur 3 peut-être, mais je tente le coup. Et ça, c'est une question d'éducation, de représentation qui influe sur les comportements. Et aussi, ça a été, il y a plusieurs articles qui parlent pour demander une augmentation, les hommes vont plus facilement demander une augmentation ou se sentir moins gênés pour le faire, alors que ça va être plus compliqué pour les femmes d'entrer dans cette démarche et d'entamer cette démarche-là. Donc moi je pense, et c'est ce qu'on fait du coup avec mon association Place des Clichés, qu'il faut agir en amont, il faut amener les personnes à se poser des questions sur les représentations qu'on a du rôle présupposé de la femme, du rôle présupposé de l'homme. Et c'est comme ça qu'on va commencer à déconstruire nos représentations pour ensuite peut-être oser aller vers des carrières auxquelles on n'aurait peut-être pas imaginé auparavant. Voilà, je pense qu'il y a tout un travail comme ça à faire, parce que bien sûr, quand on dit, encore une fois, je reviens à ce que je disais au début, quand on dit qu'il y a des inégalités, personne n'est d'accord pour qu'il y ait des inégalités, mais derrière, comment est-ce qu'on peut soi-même travailler sur soi, sur ses représentations, pour oser aller plus loin, ne pas se censurer, et inversement, si on se retrouve en position d'employeur, essayer de prendre en compte toutes les dimensions voilà, de ce qui est la charge mentale, des représentations, enfin de la répartition, du travail domestique, etc., pour mieux les prendre en compte et devenir du coup des managers qui sont dans des démarches, que ce soit en entreprise ou dans le secteur public, pour prendre des décisions managériales qui soient vraiment dans le sens de l'égalité femmes-hommes. Voilà, j'espère que c'était clair ce que j'ai dit. Merci Fania, oui, très clair. Vous abordez la notion de charge mentale. On a aussi ouvert le chat pour que les étudiants puissent interagir et peut-être poser voilà, leurs réflexions ou leurs questions. Et il y a une question de Gad qui dit mais les enfants représentent les secrétaires en femmes parce que c'est un poste majoritairement occupé par des femmes, non? Et du coup, Dominique, ça pose peut-être la question des limites que peuvent se mettre les femmes.
pour accéder à certains postes et pour accéder à certains niveaux de salaire. Donc, vous vouliez tout à l'heure évoquer cette notion du plafond de verre. Peut-être est-ce le moment d'en parler? Oui, tout à fait. Et alors effectivement, j'aime bien cette réflexion sur que les secrétaires en femmes, parce qu'ils sont majoritairement occupés par les femmes, ce qui est exact, c'est complètement exact. Et donc on peut se dire que les enfants, ben, ce sont des fins statisticiens qui connaissent bien la ségrégation professionnelle. Mais aussi, on peut se dire qu'il y a derrière une représentation qui fait que là, on va avoir quelque chose. Parce que les secrétaires sont femmes, on va avoir tout le temps des femmes comme secrétaires. Enfin, dire les représentations vont finir par nourrir les statistiques. Et on a une question d'œuf et de poule là. En fait, non, on n'a pas une question d'œuf et de poule, on a une question de normes sociales et de représentation. Alors, je n'ai plus les chiffres en tête, peut-être que Joseph les a en tête. Si on regarde le nombre de postes occupés par des femmes, de métiers occupés par des femmes et nombre de métiers occupés par des hommes, on voit que les hommes ont accès à un beaucoup plus large panel de métiers que les femmes, qui sont concentrés dans finalement beaucoup moins de métiers. Et donc, du coup, c'est comme si les femmes, alors qu'elles sont effectivement maintenant plus diplômées que les garçons, les mêmes chances scolaires, avaient moins de perspectives professionnelles puisqu'elles se limitent sur certains métiers considérés à dominante féminine. De même que des hommes se limitent sur certains métiers et ne vont pas aller, par exemple, je me souviens des sages-femmes, des hommes sages-femmes qui ont toujours un problème d'identité professionnelle en disant nous on veut exercer ce métier, on est appelé sage-femme, ça ne va pas très bien ça. Donc oui, là on est en plein dans la question des normes sociales et ça se constitue très tôt. Et là, de nouveau, je le dis à chaque fois parce que je pense qu'il y a eu une énorme occasion ratée qui était la mise en place des ABCD de l'égalité à l'école primaire, qui permettait, sur des enfants jeunes, d'ouvrir les représentations et donc de casser un peu les codes en disant, ben oui, une femme peut être maçon, un homme peut être secrétaire. Et ça a été je pense que ça aurait été une politique à long terme qui aurait pu changer un petit peu les normes sociales, sachant que les normes, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire bouger. Du coup, Dominique, si je vous suis, vous considérez, enfin pardon, je ne vais pas dire vous considérez, mais est-ce que vous pensez que l'école ne joue pas suffisamment son rôle sur ce plan-là, en termes de sensibilisation à l'égalité homme-femme? Oui. Ah ben, oui, je pense que c'est pas que l'école, hein, c'est toute la société, c'est tous les. Oui, mais ça commence souvent. Voilà, Alors moi, je vais vous livrer une petite anecdote, si vous permettez. Là, en même temps que vous m'expliquez cela, je me revois il y a déjà quelques dizaines d'années en arrière à l'école maternelle. Donc, on était dans les années 80 et en fait, c'était le jour de la photo. Et le jour de la photo, eh bien, je pense que ce n'est plus le cas à l'école, hein. Mais le jour de la photo, eh bien, les petits garçons avaient le droit d'aller se faire photographier dans le petit bolide rouge. Et puis, les jeunes filles avaient le droit d'aller se faire photographier dans la cuisine ou derrière la table à repasser. Et donc, moi, j'ai ma photo avec mes couettes derrière la table à repasser, sachant que je me souviens que je souhaitais aller prendre une photo dans le bolide rouge. Voilà, pour la petite histoire. Je ne suis pas sûre que l'école reproduise cela. J'espère pas, en tout cas. Mais du coup, vous nous dites qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Oui, là-dessus. Et surtout, l'exemple qui est très souvent donné, mais qui est très représentatif, c'est l'occupation de l'espace de la cour de récréation entre les petites filles et les petits garçons. Les garçons jouent au foot et occupent tout l'espace, et les filles sont repostées sur les périmètres extérieurs. Et il y a eu plein d'études là-dessus, sur cette occupation de l'espace qui déjà montre une inégalité à la racine. Tout à fait. Je me permets de compléter aussi sur l'école. Il y a plusieurs études qui montrent que, consciemment ou inconsciemment, hein, de la part des professeurs, mais même dans les manuels scolaires, etc., il y a plein de normes qui sont véhiculées. Quand
quand certains professeurs, par exemple, vont être plus indulgents, entre guillemets, quand c'est des petits garçons qui s'agitent un petit peu, que quand c'est des petites filles qui s'agitent. Voilà, il y a aussi tout. Enfin, voilà, c'est vraiment des normes, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, qui sont ancrées. C'est ce qui est le plus difficile à faire changer. Et il y a aussi, du coup, un travail au niveau du corps enseignant pour voilà, se rendre compte aussi de ces représentations. Encore une fois, ce que je viens de dire, par exemple, sur les réactions face aux agitations des filles et des garçons, c'est pas forcément conscient. Parfois, c'est juste inconscient, mais on se dit, bon, bah, c'est un garçon, il a plein d'énergie, il a besoin d'évacuer, alors qu'une fille, on attend plus d'elle qu'elle soit calme. Donc, du coup, on va être plus choqué, entre guillemets, quand c'est une petite fille qui s'agite. Et du coup, au sein même du corps enseignant, il y a eu tout un travail du centre Hubertine Auclair autour voilà, de comment faire et construire des manuels scolaires non genrés. Donc, il y a aussi à l'école encore un travail qui a été entamé, qui est encore en construction du coup, et qui est à faire. Alors, si vous permettez, je vous propose de prendre quelques questions de nos étudiants qui en ont plein et qui s'impatientent. Donc, je remonte le fil. Mathieu nous dit, concernant les postes à haute responsabilité, si les femmes ne sont pas représentées, ce n'est quand même pas lié au fait que la pression autour de la légitimité d'une femme à occuper ce poste soit sans cesse remise en cause. Est-ce que vous avez un avis sur le fait que lorsqu'une femme occupe un poste à responsabilité, sa compétence et sa légitimité à être là où elle est soit plus remise en cause que si c'était un homme? Je ne sais pas si c'est quand elle occupe le poste, mais si c'est plutôt avant qu'on décide de recruter un homme et une femme pour le poste. Voyez-vous, ce qu'on observe, et ça c'est clairement le cas, en tout cas dans la fonction publique, je pense aussi dans le privé, c'est que très souvent, on a en tête, quand on décrit les caractéristiques nécessaires pour occuper un poste à responsabilité, tout un ensemble de critères qui ont été définis depuis des années dans un monde masculin et qui définissent finalement, tout à fait clairement, le portrait robot plutôt d'un candidat que d'une candidate. Et il y a eu des travaux qui ont été menés sur le fait que l'on devait justement s'appliquer à changer les normes qui définissaient les besoins, les caractéristiques nécessaires pour occuper des emplois et faire en sorte que les descriptions d'emploi ne soient pas genrées, ne soient pas influencées par des stéréotypes. Donc, si vous voulez, en fait, quand on dit qu'il peut y avoir un problème pour les femmes d'arriver à certains postes de responsabilité, c'est pas tellement qu'une fois qu'elles y sont moins performantes. Ça, c'est pas du tout évident. Il y a pas du tout c'est pas du tout ce qu'on dit. C'est plutôt que dans l'esprit de ceux qui vont recruter, les femmes n'auraient pas les capacités requises ou les compétences habituelles qu'on attend pour ce type de responsabilité. Donc, c'est un problème plutôt effectivement de croyances préalables qui font que ces expériences de recrutement des femmes dans ces emplois ne sont pas nécessairement faites, d'accord? Et donc, évidemment, puisqu'on ne met pas en cause le modèle qui est présenté, on a toujours des candidats masculins, ou en tout cas des candidats masculins choisis, eh bien, ça se renforme, ça crée non pas une discrimination fondée véritablement sur la préférence pour les hommes, mais plutôt sur l'idée que on va la plupart du temps tester des hommes dans ce type d'emploi et ne jamais véritablement comparer avec des femmes, ou en tout cas moins souvent. Et donc, ça ne donne pas l'occasion aux femmes d'arriver à ce type d'emploi. C'est plutôt ce type de phénomène que de dire, en fait, évidemment, lorsque les femmes arrivent à ce type d'emploi, en général, elles sont performantes. D'accord? Donc, mais c'est plutôt, est-ce qu'on leur donne la possibilité d'être performantes? Est-ce qu'on design les emplois et les critères qu'on a en tête quand on fait les choix de manière non genrée? Alors là, je vais rebondir là-dessus parce qu'avec une anecdote d'un DRH d'un très grand groupe qui est vraiment pour faire monter les femmes sur les postes de responsabilité. Donc, comme beaucoup de gens maintenant, ils demandent pour une promotion qu'on lui fasse une liste avec au moins une femme. Et alors, il dit, très souvent, on va me mettre une femme en avant, et je lis les trucs, elle a toutes les qualités, et j'attends quand est-ce que la personne qui l'a proposé va dire mais. pour
ensuite proposer un profil plus standard, comme Joseph l'a dit, c'est-à-dire masculin, plus d'ancienneté, parce que forcément, il y a aussi des effets de génération et d'écoulement. Il faut bien qu'on hérite d'un passé où les postes à responsabilité sont occupés par des hommes et donc ils ont vocation à monter. Et que les femmes, elles sont plus jeunes et donc c'est plus difficile pour elles dans cette période de monter. Il y a un effet génération. Il ne faut jamais sous-estimer le poids du passé, le poids des inerties. Et puis, ces inerties, elles vont peut-être se prolonger s'il y a ce phénomène, effectivement, de réseau, d'habitude, de représentation mentale qui fait qu'à ce poste, spontanément, on voit plus un homme qu'une femme. Et donc, pour casser les habitudes, c'est très difficile, même pour les DRH les plus volontaires. Alors, nous avons une remarque question de Charlotte qui dit il est vrai que les femmes occupent moins de postes à responsabilité, mais les hommes, eux, occupent plus de métiers dits pénibles, en évoquant notamment le secteur du BTP. Pourquoi ce débat n'intéresse-t-il pas les femmes, surtout que le taux de mortalité au travail est largement plus élevé pour les hommes? Je ne sais pas si vous avez un avis sur cette remarque, Charlotte, plutôt qu'une question. Oui, mais c'est une remarque intéressante parce qu'effectivement, elle pose la question de la mesure de la pénibilité. Parce que là, il y a eu beaucoup de travaux des sociologues sur la question qui ont montré que la mesure de la pénibilité est beaucoup plus précise et poussée pour les métiers dits masculins que les métiers féminins. Par exemple, les troubles musculo-squelettiques ont mis du temps à être reconnus et ils affectent énormément les caissières. Le port de charges lourdes, on en parle beaucoup pour les métiers du bâtiment, mais si vous regardez les métiers d'aide-soignant ou d'infirmière, il y a énormément de manipulation de charges lourdes et ce n'est pas reconnu comme une pénibilité faisant partie du métier parce que, évidemment, un madame, il faut le déplacer. Donc déjà, Charlotte, premier point, il faut s'attaquer d'abord à définir ce que c'est la pénibilité. Et ça, c'est un vrai sujet. Les taux de mortalité au travail, je pense qu'elle voulait dire, que vous vouliez dire les taux d'accident du travail, qui sont effectivement concentrés sur certains secteurs comme le BTP et l'agriculture, et effectivement qui sont plus élevés dans ces secteurs-là. Mais je veux dire, si une femme est sur un chantier, elle a aussi autant de risques au travail qu'un homme. Voilà. Donc voilà, c'est ça. Attention à la notion de pénibilité. Et si, c'est un sujet qui intéresse énormément. Je veux dire, les travaux sur la pénibilité, il y en a plein. Et quand si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Dominique, sur la question des actions du travail, c'est très important. Mais il y a toutes les maladies professionnelles qui touchent d'autres métiers, et particulièrement, on a observé là, pendant la crise du Covid, que dans les métiers du care, dans les métiers du service, où les femmes sont très, très représentées, il y a eu un excès de burn-out, et c'est surtout sur les salariés féminins que ces problèmes se sont manifestés. Donc la pénibilité, elle est difficile à mesurer, et c'est vrai qu'on pense très rapidement pénibilité physique, on laisse un peu de côté pénibilité mentale, et on pense accident du travail, on pense moins santé mentale. Bon, ce sont des sujets qui sont et effectivement, on est bien sensible avec le fait que très souvent, les femmes sont employées dans des emplois qui sont stressants et qui conduisent, dans ces dernières années, à un excès de burn-out. Merci beaucoup Dominique, merci beaucoup Joseph. Fanny a une petite question en lien parce que j'aimerais bien qu'on aborde la question du plafond de verre. Dominique, vous vouliez l'aborder tout à l'heure, mais avant cela, Fania, est-ce que dans vos échanges avec les jeunes que vous avez aujourd'hui, est-ce que ces questions, elles existent ou est-ce que voilà, c'est un concept désuet? J'exagère évidemment et je pousse le trait. Est-ce que les jeunes ont conscience de ce plafond? Est-ce que dans vos échanges avec eux, vous sentez l'existence de ce plafond de verre? Et après, je pense que pour les étudiants, ce serait intéressant de se poser un petit peu plus sur ce concept de plafond de verre. Alors, sur le concept de plafond de verre, nous, on l'explique pendant nos ateliers, mais ça ne vient pas du tout spontanément d'eux.
Alors c'est peut-être, quelque chose pardon Fania de vous couper, peut-être qu'ils ne le verbalisent pas en tant que tel, mais est-ce que dans les échanges que vous avez avec les jeunes, voilà, vous avez une perception d'un plafond de verre embryonnaire qui pourrait s'exprimer quelques années plus tard ou pas du tout? Alors, un petit peu. Après, c'est vrai que bon, du coup, sur la base des ateliers que je propose, c'est pas l'élément central, donc je peux pas affirmer à 100%. Néanmoins, en tout cas sur la question de la projection et de l'autocensure, plus que du plafond de verre, c'est vraiment ce qui ressort avec les jeunes, la question de la sectorisation et vers quel métier ils se dirigent, et pas forcément en termes d'évolution dans la carrière. Du coup, c'est pas, comment dire, je peux pas dire que qu'ils se le représentent pas du tout, mais c'est plus moi je suis limitée parce que on n'accentue pas forcément sur l'évolution dans la carrière pendant les ateliers que je propose aux jeunes, mais plus sur vers quel métier vous dirigeriez. Donc voilà, je peux pas répondre à 100% à cette question. Peut-être Dominique sur la question du plafond de verre? Ah ben ça c'est une vieille question là effectivement et qui s'est beaucoup cristallisée parce que les progrès à faire maintenant sont au top. C'est au sommet qu'on a le plus à travailler pour arriver vers vraiment une vraie égalité. Alors, premièrement, effectivement, on a déjà décrit le problème des promotions qui peuvent être entravées par les représentations mentales de ceux qui décident des promotions. Mais l'histoire est beaucoup plus compliquée que ça, parce que même si c'est une femme au top qui recrute, c'est pas du tout sûr qu'elle sorte des schémas habituels et qu'elle favorise, qu'elle considère une candidature de femme, ou même à l'instar d'une candidature d'homme. Ça, il y a eu plein d'expériences qui ont été montrées que ça ne marche pas comme ça. C'est pas en ayant plus de femmes au sommet qu'on aura un ruissellement et plus d'opportunités de carrière pour les femmes en dessous. Non, déjà, parce que les normes sociales sont les mêmes pour les femmes au sommet que pour les hommes. Hein. Elles sont dans le même moule. Donc, c'est pas toujours... Donc la loi Copé-Zimmermann, qui est super importante, on ne peut pas en attendre tout. Ça va bousculer un peu les choses, mais on ne peut pas tout en attendre. Alors Dominique, peut-être rappeler la loi Copé-Zimmermann? La loi Copé-Zimmermann 40%. 40% de femmes dans les conseils d'administration. Conseil d'administration. Ouais. Et une chose assez frappante, c'est que les femmes donc, sont entrées dans les conseils d'administration, mais quand on regarde les revenus des hommes et des femmes dans les conseils d'administration, elles occupent les postes qui donnent le moins de versement de salaire, de rémunération. Donc elles sont en bas de l'échelle des salaires des conseils d'administration. Donc c'est gagné, mais pas complètement. Ah non, elles ne sont pas dans les postes décisionnels. Donc, il y a trois choses. Donc, il y a cette histoire de les hommes bloquent les recrutements des femmes parce que, par habitude, les femmes ne vont pas tellement les encourager. Et puis, ça avait déjà été évoqué, il y a la question des femmes qui elles-mêmes vont se bloquer, qui ont le manque de confiance. Qui parlait, je ne sais plus qui parlait de ça. C'était Joseph ou je ne sais plus, qui disait qu'il faut remplir tous les critères pour occuper un emploi. Non, c'était pas Joseph, c'était j'ai oublié son prénom. Fania. C'était Fania qui disait ça. Effectivement, les femmes vont avoir moins confiance en elles. Et ça commence très tôt. Alors, il y a une étude que je trouve personnellement très intéressante qui a été faite sur les stratégies de redoublement des élèves en classe préparatoire. Une étude d'Éric Morin. Parce que en classe prépa, vous pouvez obtenir une école, mais vous ne pouvez pas obtenir le top du top. Mais vous êtes à la limite. Et donc, très souvent, vous pouvez redoubler pour repasser les concours et pour obtenir un meilleur rang dans une école de meilleur rang. Et le constat qui a été fait, c'est que les garçons choisissent plus la stratégie du redoublement que les filles à rang égal. Les filles vont se contenter de leur rang et de leur école obtenue du premier coup, quoi, tandis que les garçons vont plutôt se pencher vers le redoublement pour monter en niveau, et ça va souvent être
un pari réussi. Donc même, là on est quand même sur des classes prépa, donc de gens hyper compétitifs, sélectionnés, etc. Même là, on sent que les filles hésitent à aller sacrifier une année de plus pour monter dans une école supplémentaire. Donc c'est pas gagné, il faut vraiment travailler sur les deux côtés, sur le côté de la demande et le côté de l'offre. Alors si je peux ajouter quelque chose à ce que vient de dire Dominique, je suis 100% d'accord avec ce qu'elle vient de dire. Il y a effectivement donc un problème aussi donc de candidature, rebondir en tout cas sur ce dernier point. Alors ce problème de candidature, il a quand même des liens avec des choses dont on a parlé précédemment, qui sont par exemple le temps de préparation important que les femmes ou les hommes doivent consacrer à s'engager dans un concours pour une promotion, par exemple, dans un travail de promotion à l'intérieur du privé, qui n'est pas forcément égal, évidemment, dans ce qui peut être investi entre les hommes et les femmes, compte tenu de la répartition des tâches domestiques familiales. Également, on a parfois dans les avancements de carrière des changements de conditions d'emploi qui sont plus difficilement compatibles, encore une fois, avec la vie familiale, sachant que lorsque les hommes sont promus, ils changent moins leur façon de vivre que les femmes. Et puis, il y a aussi un certain nombre de travaux qui ont été menés à l'origine par des psychologues et qui ont été confirmés par des économistes et qui notent que effectivement, les femmes pourraient être également moins prônes à rentrer dans des compétitions, c'est-à-dire dans un comportement relativement de concurrence avec d'autres collègues masculins pour une promotion ou à se présenter à des concours, c'est-à-dire qu'il y aurait une dimension psychologique dans une certaine réticence des femmes à se présenter à ces compétitions. Autre point avancé par un certain nombre de psychologues, c'est l'idée effectivement d'une surconfiance des hommes. C'est un peu ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement. Les hommes hésitent moins. Les hommes vont dire, par exemple, quand on interroge les hommes, par exemple, si on leur dit, voilà, dans cette classe, est-ce que vous êtes au-dessus de la médiane de la performance? Est-ce que vous êtes partie des 50% les plus performants? Il va y avoir plus de 70% des hommes qui vont dire oui. D'accord? Alors qu'il y a beaucoup moins de femmes qui vont, comme ça, surestimer leurs capacités. Ça joue certainement aussi dans les préparations et dans les candidatures. Un exemple très particulier de candidature qui était, on connaît bien Dominique et moi, qui étaient les concours de recrutement de professeurs des universités en sciences économiques. Il y a eu des études qui ont été faites, ça intéresse bien sûr, les chercheurs en sciences économiques sont intéressés par les carrières en sciences économiques dans la fonction publique, et il y avait des études qui avaient montré qu'il y avait une très grande inégalité entre le nombre de promotions au poste de professeur par ces concours entre les hommes et les femmes. Et finalement, ce qu'ont montré ces études, c'est qu'en fait, la première explication, c'est pas des différences de qualité, c'est pas des différences de jugement, c'est pas le jury du concours. La première explication, c'est que finalement, dans le vivier des femmes qui pouvaient se présenter, il y avait beaucoup moins de candidatures. Donc, on a quand même des exemples, et là, c'est dans la fonction publique, de femmes qui sont réticentes, alors que là, on parle quand même donc de personnes qui ont un doctorat, qui ont des niveaux de capacité d'analyse, des niveaux d'éducation importants. Eh bien, il y a cette réticence parfois à aller se postuler pour un emploi qui va changer des conditions de travail, qui va nécessiter de rentrer en concurrence éventuellement pour la promotion, tout un ensemble de situations où les femmes vont se sentir un petit peu moins à l'aise. Merci, Joseph. Je me permets oui, Tania. Juste de compléter, même si ça sort un petit peu du cadre du sujet, mais je trouve quand même la thématique intéressante, celle de l'entrepreneuriat, et notamment de l'entrepreneuriat féminin, où là aussi, il y a beaucoup plus d'hommes qui se lancent dans l'entrepreneuriat et qui y arrivent, que de femmes où, même si elles ont envie, même si elles se projettent, pourquoi pas en tant qu'entrepreneur, on retrouve freinées par plein de facteurs, dont le premier, la question de la confiance en soi et de se projeter, de se lancer dans une aventure entrepreneuriale. Et là aussi, puisque là on a parlé du secteur privé, mais plutôt des grosses entreprises, et puis du secteur public, mais aussi la question de l'entrepreneuriat, où du coup il y a beaucoup plus d'hommes
aussi dans ce milieu-là d'entrepreneurs, de start-up, etc., que de femmes. Donc, bon, ça sort un petit peu du cadre, parce que là, on parle pas de... c'est leur rémunération, mais du coup, c'est pas, en tout cas, directement du salariat. Mais c'est important aussi. Il y a toute une question, encore une fois, de ce qu'on se disait, des représentations, de se lancer en tant qu'entrepreneur, tout ce que ça implique dans la sphère privée aussi, des sacrifices qu'on est prêt à faire ou pas. Donc voilà, je voulais juste compléter en rajoutant la vision entrepreneuriale. Merci Fania, c'est tout à fait en lien avec cette question du plafond de verre, qui est une question qu'on retrouve chez les femmes, mais pas uniquement chez les femmes. Hein. Le plafond de verre, on le retrouve aussi potentiellement chez les minorités. Alors, pour prendre les questions de nos étudiants, Alexandre a une question sur les différences biologiques entre les hommes et les femmes peuvent expliquer les inégalités salariales et la sous-représentation des femmes dans les postes à haute responsabilité, notamment par le choix des études, par exemple des études d'ingénierie versus des études d'infirmière. Donc Alexandre pose la question de savoir si ce qui explique la différence, est-ce que c'est uniquement les différences biologiques naturelles ou est-ce que ce sont effectivement les différences de trajectoire, et c'est ce que vous évoquiez maintenant, hein, peut-être un excès de confiance chez les hommes ou un manque de confiance en elles chez les femmes. Est-ce que vous avez des résultats d'études sur ces questions en lien avec les parcours académiques empruntés par les femmes et par les hommes? Alors, déjà, le terme de différence biologique naturelle montre qu'Alexandre raisonne en moyenne. En fait, il ne faut pas raisonner en moyenne, il faut raisonner en dispersion, en distribution. Et en réalité, il y a très très peu de différences pour les études d'ingénieurs. Je ne vois pas très bien ce qui pourrait jouer, honnêtement. Et pour les études d'infirmières, pareil, pourquoi il y a si peu d'hommes infirmiers? On peut aussi dire qu'il y a beaucoup de femmes maintenant, de médecins, qui font des études médicales. Elles sont plus nombreuses d'ailleurs que les hommes maintenant dans les universités de médecine. Et en fait, il y a plus maintenant de médecins femmes que de médecins d'hommes. Et il y a, au 19e siècle, c'était impossible. Donc, est-ce que la biologie a changé entre le 19e et le 20e siècle, qui fait qu'il n'y avait pas de médecins femmes au 19e et qu'il y en a plus que d'hommes au 20e? C'est comme les magistrats. Les magistrats étaient des hommes, maintenant c'est des femmes. Alors Dominique, vous rebondissez sur une remarque de Louis qui effectivement nous dit on parle de peu de postes à responsabilité chez les femmes, mais comment expliquez-vous que 66% des magistrats soient des femmes? Ah oui, tout à fait d'accord. Et effectivement, c'est un métier qui est effectivement, c'est beaucoup féminisé. Parce que, alors là, par contre, ça vient exactement de la ségrégation au niveau des études dont on parlait, c'est-à-dire des normes sociales qui font que beaucoup de femmes font des études de droit, beaucoup plus que d'hommes. Et ça, c'est spécifique à la France, hein, parce que dans les autres pays, c'est beaucoup plus équilibré. Donc ça, c'est une particularité française. Et donc, du coup, les femmes ayant fait du droit passent les concours de la magistrature, et comme elles sont plutôt performantes là-dessus, elles deviennent magistrates, tout simplement. Oui, alors aussi, il faut bien penser quand on parle de différence dans l'aversion au risque, dans la prise de risque, dans la confiance en soi, c'est très lié aux sociétés dans lesquelles on vit. On va avoir des choses différentes dans les pays nordiques. Pour les mêmes études psychologiques sur les enfants, on va s'apercevoir que dans les pays nordiques, les enfants, il n'y a pas de différence dans l'aversion au risque entre les filles et les garçons, alors qu'il sera très marqué aux États-Unis. Donc, il faut faire attention. Le contexte culturel dès l'enfance va influencer sur ces caractéristiques qui ne sont absolument pas donc naturelles. Alors, c'est très intéressant, Dominique, ce que vous dites, c'est que le contexte culturel va influencer la perception des enfants qui deviendront jeunes adultes et qui deviendront des acteurs économiques et potentiellement qui deviendront des managers. Et donc, moi, je pense toujours à ces 241 étudiants qui sont connectés, qui évoluent dans un monde connecté avec de l'interculturalité. Et donc, ces éléments-là, vous allez
y être confronté dans les postes que vous allez occuper. Donc, c'est très important que vous en ayez pleinement conscience de ces différences de perception culturelle par rapport à ces questions d'égalité salariale plutôt que de parler d'inégalité, à ces questions d'égalité salariale, de promotion. Donc, ça, c'est très important que vous l'ayez bien à l'esprit. Oui, tout à fait, parce que ça peut faire des chocs. Alors, si il nous reste une dizaine de minutes, peut-être pour en revenir à un contexte plus actuel et à des éléments d'actualité, quelles répercussions du Covid vous percevez sur ces questions de rapport au travail, de gestion du travail? On sait très bien que le télétravail, il y a des études qui ont montré que le télétravail avait été plus complexe à gérer pour les femmes que pour les hommes. Voilà, est-ce que le contexte environnant et le contexte pandémique actuel est de nature à creuser ces inégalités ou pas? Est-ce que vous avez des éléments sur cette question-là? Des éléments, pas encore. Des pistes de recherche, oui. Parce que ça va être extrêmement intéressant à étudier, cette irruption du télétravail dans le quotidien. Parce que effectivement, on a constaté que ça n'a pas été le même pour les femmes et pour les hommes, et qu'il y a eu plus de fatigue du côté des femmes parce qu'il y avait tout à gérer. Mais d'un autre côté, ça peut aussi avoir un effet positif en laissant plus d'indépendance entre le domicile et le lieu de travail. C'est-à-dire que, enfin, pour dire les choses plus crûment, c'est-à-dire que le fait d'être sur son lieu de travail et d'y rester tard est un avantage pour les hommes qui là est perdu, puisqu'ils n'y sont pas. Sachant que quand ils restent tard, c'est une spécificité française d'ailleurs, le rester tard sur le lieu de travail. Si vous allez dans d'autres pays et que vous restez au-delà de 17 heures, on vous regarde d'un tour d'œil en disant mais ça va pas, t'es pas efficace, il faut que tu rentres chez toi. Donc ça peut jouer dans l'autre sens, dans le sens que ça va remettre les compteurs à zéro, puisqu'il n'y a pas ça. Mais c'est des études là qui vont être menées, parce que là c'est trop tôt pour voir aussi la persistance du télétravail dans le temps une fois le confinement terminé. Je pense que ça va rester pour certains, au moins sur 2 ou 3 jours. Donc ça pourrait changer la donne en fait. Ça peut changer la donne. Ça peut changer la donne et on ne sait pas exactement dans quel sens ça va. Dans quel sens, absolument. Très intéressant. Il est très probable que ça va la changer en défaveur des femmes parce que c'est souvent comme ça que ça se tourne. Mais ça peut aussi jouer. Il peut y avoir des amortisseurs dans l'autre sens. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'études vraiment faites là-dessus. Joseph, merci Dominique. Joseph, est-ce que vous avez peut-être une idée? Dominique a parfaitement raison. Elle met l'accent sur la notion de ce présentéisme, ce sureffort qui est souvent une caractéristique masculine, c'est-à-dire effectivement cette manière de prolonger souvent artificiellement la journée de travail pour en quelque sorte témoigner d'un effort supplémentaire, et c'est souvent effectivement un apanage masculin et c'est souvent une caractéristique française. En revanche, alors ça peut aller dans le bon sens. Ce qui peut aller effectivement un peu dans l'autre sens, c'est que effectivement quand même il faut quand même effectivement insister sur la difficulté effectivement que le télétravail a entraîné, également sur le fait qu'il y a des statistiques qui ont montré que pendant le Covid, en tout cas, les femmes ont connu plus souvent des situations d'anxiété, de dépression, de burn-out que les hommes. Il y a un écart assez important. Donc, si ce travail à la maison se traduit par une plus grande difficulté à le réaliser parce qu'on n'est pas rééquilibré sur les tâches à l'intérieur du ménage, ça peut être encore plus difficile pour les femmes de dégager du temps pour préparer une carrière, pour mener cette stratégie d'accès à des emplois de responsabilité, pour rechercher des promotions. Donc effectivement, on ne sait pas trop où est-ce que ça va nous amener. En revanche, ce que l'on pourrait espérer, alors ça c'est une autre perspective, c'est que la crise du Covid conduise à une certaine
prise de conscience sur le fait que les femmes étaient surreprésentées dans un certain nombre d'emplois qu'on a appelés les emplois de première ou de seconde ligne. Moi, je n'aime pas trop ces termes guerriers, mais en tout cas, c'est comme ça qu'on les a appelés. Que, effectivement, que ce soit dans le secteur de l'aide aux personnes, des secteurs médicaux, les secteurs du service, puis également dans les métiers de la grande distribution, les femmes sont très largement représentées, représentent un pourcentage très important de ces métiers dont on s'est rendu compte qu'ils étaient absolument indispensables pendant le Covid, mais qui pour autant ne reçoivent pas toujours des niveaux de rémunération qui sont peut-être à la hauteur de leur véritable valeur sociale. Alors c'est quelque chose qui a été soulevé depuis un certain temps par le défenseur des droits, par un certain nombre de chercheuses sur les inégalités hommes-femmes, c'est de dire que voilà, dans le droit français comme dans le droit européen, il existe une notion de travail de valeur égale qui n'est que rarement considérée, rarement prise en considération, et qui pourrait permettre de redéfinir en quelque sorte la valeur des emplois et corriger les différences de salaire en donnant finalement plus de rémunération à des emplois qui sont actuellement mal payés, mais qui pourtant ont une valeur sociale plus forte et qui sont plus fréquemment occupés par les femmes. Donc cette prise de conscience que finalement le monde d'avant Covid était un monde où un certain nombre d'emplois absolument sensibles sont maltraités, sont mal considérés, pourrait déboucher, on pourrait espérer que ça débouche, en tout cas après post-Covid, sur un renouvellement, sur du point de vue, en tout cas sur un reclassement en quelque sorte salarial de ce type d'emploi. Merci beaucoup Joseph. On arrive au terme de cette conférence très intéressante. Je m'adresse aux étudiants si vous avez une dernière question à laquelle vous souhaitez que l'on réponde. Salomé, si tu souhaites intervenir, n'hésite pas. Salomé qui est responsable RSE au sein de Paris School of Business, peut-être pour évoquer justement voilà la genèse de cette conférence. Merci Joseph, merci Dominique, merci Fania. Et l'idée, c'était vraiment ce concours de la conférence des grandes écoles sur les inégalités. On avait à cœur de vous sensibiliser à cette question. Donc, je ne sais pas, Salomé, si tu souhaites intervenir sur ce sujet. Alors, merci beaucoup, Égère. Merci à tous, Joseph, Fania et Dominique, d'avoir pris le temps de vous joindre à nous et d'avoir répondu aux différentes questions posées par Égère, mais aussi par les étudiants. Et merci aux étudiants d'avoir pris la parole et d'avoir interagi. Je pense que c'est un sujet qui est aujourd'hui extrêmement important et qui l'est encore plus, notamment auprès d'étudiants qui seront futurs managers ou en tout cas qui auront une position au sein d'une entreprise qui aura des conséquences et on peut tous avoir un impact. Et je pense que avoir une réflexion sur ces sujets en amont, notamment au sein de leur scolarité, c'est quelque chose qui est essentiel pour faire bouger les choses et en tout cas pour planter des petites graines et je l'espère arriver vers ces égalités, comme tu le disais tout à l'heure Égère, ne plus parler d'inégalités aujourd'hui en 2020 en France, ce serait pas mal. Et oui, pour revenir sur la genèse, donc il y a ce concours Génération Égalité, je pense que tu l'as quand même très bien expliqué, on souhaitait aller beaucoup plus loin que simplement vous donner cette information, mais vraiment pouvoir créer une conférence où on parle réellement de cette thématique. Pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez me contacter à l'adresse qu'Égère vient de vous mettre. Donc c'est assez simple, les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre 2020. Le but c'est de créer soit une vidéo, soit une affiche sur le thème des inégalités de salaire entre les hommes et les femmes. Vous pouvez être une équipe mixte, c'est même obligatoire, de 2 à 4 personnes maximum et envoyez vos productions vidéo. Donc si vous êtes créatif, lancez-vous, faites-vous plaisir. Et pareil, si vous avez un beau coup de crayon ou que vous avez une très belle idée à mettre en scène et en image, n'hésitez pas à participer à ce concours qui est ouvert. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'au 18 décembre. Voilà. Merci beaucoup, Salomé. Merci à vous. Merci beaucoup, Salomé. Merci, Fania. Merci, Dominique. Merci, Joseph, pour votre temps dans des agendas conseils très occupés pour le contexte. Merci à vous, étudiants, d'avoir participé à cette conférence. Prenez bien soin de vous.
Et on a vraiment hâte de vous retrouver sur le campus, voilà, dès que ce sera possible. Mais en attendant, prenez bien soin de vous et de vos proches, chers étudiants, chers conférenciers, Salomé. Merci beaucoup, c'était un super moment. Belle soirée. Merci beaucoup, Égère. Merci à tous. Et oui, prenez bien soin de vous et on l'espère tous. À très vite. À bientôt. À bientôt. Bonne soirée. Merci encore. Au revoir Dominique, au revoir Fania, au revoir Joseph. Merci, au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. À bientôt. Bonne soirée. Bonne continuation à vous. Merci. Merci. Au revoir. Merci. Bonne continuation. Au revoir.